Alors bonjour, mon nom, moi, c'est Francine Dalcourt. Je suis une enseignante à la retraite et on m'a demandé de parler du focusing et des enfants, mais je vais surtout parler de comment je suis arrivée à intégrer le focusing en éducation. D'abord, j'ai dû créer ma propre formation que je donne aujourd'hui, qu'on appelle OPER, pour optimiser son potentiel de présence, d'écoute et de réflexion. Ça se donne en 7 ateliers répartis de octobre à avril et ça s'adresse aux enseignants surtout. Le but visé, c'est de mettre en pratique des stratégies afin d'être mieux avec soi-même, parce qu'il y avait beaucoup d'épuisement professionnel chez les enseignants, dans le milieu de travail, être bien avec elles-mêmes dans le milieu de travail, mais aussi dans leur vie personnelle. Et en même temps, de comment je peux faciliter le processus d'apprentissage autant chez l'adulte que chez l'enfant, en utilisant naturellement le processus expérientiel du focusing. J'ai réalisé que vouloir faciliter le processus d'apprentissage passe avant toute chose par une meilleure connaissance de soi. Pour moi, c'est une condition essentielle chez l'enseignant ou chez tout intervenant pour être cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait et que la personne qui suit la formation ou l'enseignement puisse adhérer plus facilement. OPER fait partie d'ailleurs d'un projet de recherche de Karine Rondeau qui est à l'Université du Québec. Alors ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il est rendu là aussi. Alors, j'ai débuté, moi, ma formation en focusing en novembre 1996 avec Marine de Fréminville et puis Thérèse Fortier. Puis à chaque retour en classe, parce que je continuais les ateliers en 97, l'été et tout ça, j'ai suivi plusieurs ateliers, mais à chaque retour en classe, après la fin de semaine, je remarquais quelque chose de spécial, comme une similitude entre ce que je vivais avec mes tout petites premières années, dans leur apprentissage et mon processus à moi de focusing. Je ne pouvais pas nommer, je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait, mais c'était vraiment un ressenti que j'avais par rapport à cette similitude entre les deux processus. Puis naturellement, à chaque fois que l'occasion se présentait, si j'avais une chance de faire un petit peu d'écoute en focusing avec les élèves, dès qu'il y avait une petite difficulté, j'en profitais pour l'expérimenter avec les enfants. Et ce que j'avais remarqué, c'est que le dessin, dessine-moi ce qui se passe au niveau soit de ta poitrine, ton estomac ou ton ventre, ça fonctionnait très bien avec les enfants. Et puis pendant ce temps-là, ça me permettait d'enseigner parce que mon travail à moi, c'est d'enseigner surtout parce que les enseignants, on n'est pas là nécessairement en relation d'aide tout le temps. Et puis dès que j'avais un petit moment à moi, je faisais une courte écoute à l'enfant et je voyais que ça satisfaisait vraiment son mieux-être intérieur. Il y avait une capacité d'attention un peu plus grande et de concentration. En 2001, je suis tombée en arrêt de travail pour 10 mois. Ça a été long, mais ça m'a questionné beaucoup. Comment se faisait-il que moi, qui avais commencé une formation en focusing, qui avait une formation à comment gérer son stress, mais toujours en lien avec les enfants. C'était toujours, nous, les formations qu'on recevait en lien avec les enfants. J'avais une formation en actualisation du potentiel interindividuel, des stratégies, encore une fois, pour faciliter l'apprentissage. Comment se faisait-il qu'avec toutes ces formations-là, moi qui en savais tant, je tombe en arrêt de travail? À mon retour en classe, en 2002, janvier 2002, la direction me propose quelque chose. Je ne pouvais plus enseigner pour ma santé mentale plus que 2 jours semaine. J'étais à 53 ans et j'avais décidé de prendre soin de moi. Elle me propose d'aller animer les ateliers, de faire des ateliers dans les classes de maternelle à 6e année de l'actualisation du potentiel interindividuel. Ça n'a pas pris de temps que j'ai pu
infiltrer le focusing à travers les stratégies. Pour moi, ça se prêtait tellement bien et je voyais que les enfants répondaient bien au focusing. Alors, c'est comme ça, tranquillement, que j'ai mis sur pied dans les classes ce programme d'API. Mais le but était de rendre autonomes les enseignants pour qu'ils puissent, à leur tour, l'année d'après, poursuivre la démarche. À ma grande déception, ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que les enseignants, ça leur plaisait beaucoup que j'aille dans leur classe, mais ils n'intégraient pas du tout la matière. Donc, l'année d'après, ils me disaient « Viendrais-tu faire les ateliers? » Alors ça, en 2006, j'ai décidé de prendre ma retraite, puis je me suis dit « Non, c'est pas ça que je veux faire. » Je n'avais pas l'impression que je pouvais étendre facilement l'approche. Alors, c'est de là qu'est venue l'idée de monter ma propre formation, Opère, cette fois-ci qui s'adresserait spécialement aux enseignants. Et je choisissais, pas je choisissais, mais les enseignants qui s'inscrivent à Opère, ce sont des gens qui sont engagés dans l'enseignement, qui ont la passion d'enseignement, bien souvent qui ont vécu un épuisement professionnel, qui ne veulent pas retomber et qui viennent suivre la formation. Mais je me questionnais toujours par rapport à c'était quoi le processus d'apprentissage, le lien qu'il y avait entre le processus d'apprentissage puis le processus du focusing. Et toujours ma fichue question, qu'est-ce qui m'avait tant manqué pour tomber en arrêt de travail aussi longtemps? C'est quand je suis arrivée à ce livre-là, à la lecture de ce livre-là, l'approche neuroscientifique de l'apprentissage et de l'enseignement, que j'ai commencé à trouver mes réponses. La neuroscience venait à mon secours, dans le fond. Alors, à la lecture de ce livre-là, je découvrais l'importance du système nerveux en apprentissage parce qu'il est le lieu privilégié où se construit, où s'élabore l'apprentissage. Ça, pour moi, c'était comme une découverte. Je connaissais le système nerveux, mais de là, le lier à l'apprentissage aussi fortement, ça, c'était nouveau pour moi. On parlait de sa partie périphérique et de sa partie centrale. Puis la partie périphérique, on sait qu'elle est faite des sens et des neurones, et la partie centrale est faite par le cerveau, dans le fond. C'est le cerveau. Je commençais à comprendre pourquoi j'étais tombée en arrêt de travail, en étudiant un peu plus le système nerveux. Je l'avais négligé beaucoup. Et puis il y avait eu beaucoup de stress avec la réforme en éducation et tout ça. Les auteurs proposaient quelque chose d'intéressant, une nouvelle classification des sens. Ils s'appuyaient sur les plus récentes données scientifiques où on parlait davantage de 8 sens et non pas de 5 sens. Il y avait les sens dans un organe, les yeux, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, mais celui qui était le plus intriguant, c'était le sens du toucher situé dans tout le corps où on lui donnait, en plus juste du toucher, 3 particularités spéciales qui étaient perception de la position du corps, perception de la température et perception de la douleur. Et on disait que c'est le premier sens, le toucher, que nous acquérons à la naissance, mais c'est aussi le dernier que nous perdons à la mort. Et c'est ce qui le rend si important. Ça n'a pas pris de temps que le lien avec le focusing, ressenti intérieur, le toucher intérieur qu'on vit lors du focusing, pour moi, le lien il était clair. Quand je suis arrivée à la partie centrale du cerveau, après les sens, là, à la partie centrale, oui, c'est ça, la partie centrale qui était le cerveau, c'est le cerveau limbique qui a attiré mon attention plus. Il y avait le reptilien, le limbique, le cortex, mais c'était le limbique. Pourquoi? Parce que c'était le domaine privilégié de l'affectivité. Et en apprentissage, c'est très important, tout le côté affectif. Et sa particularité à ce cerveau-là, à cette partie du cerveau, c'est celui qui fait en sorte qu'on accepte ou on refuse l'information. Alors, j'aime ou j'aime pas. Oui, je prends ce que tu m'enseignes ou je ne le prends pas.
ça devenait de plus en plus intéressant pour nous, enseignants, qui avons à enseigner une matière et à motiver les enfants surtout. Quand on unissait les sens au limbique, ça devenait encore plus intéressant. Parce que là, on parlait de la vue, mais plus dans le sens de voir, reconnaître, mais être vu et être reconnu. La même chose avec l'ouïe. C'était pas juste entendre, c'était écouter, entendre, mais être écouté et être entendu. Et le toucher, être touché par quelque chose et toucher quelqu'un d'autre. Là, c'était clair pour moi. Le focusing répondait à quelque chose de bien important en éducation. Et je découvrais que aussi les attitudes facilitatrices, les attitudes que Marine nous parlait, Marine de Frémainville en formation, et quand elle écoutait, pour moi, c'était un modèle d'être dans des attitudes de bienveillance et tout ça. Les attitudes prenaient une allure encore plus importante pour moi à acquérir pour garder une certaine motivation, créer un climat. D'ailleurs, au niveau du limbique, ce qu'il va acheter, ce qu'il va prendre, ce qui va le pousser à dire « oui, j'achète » ou « oui, je veux apprendre », c'est tout ce qui fait du sens et qui est pertinent. C'est aussi des attitudes facilitatrices, un climat favorisant, motivant pour les apprentissages, puis un bénéfice à retirer. Si je retire quelque chose de ça, OK, c'est comme si intérieurement, on sait ce qui est bon pour nous, puis on sait ce qui n'est pas bon pour nous, ou ce que l'autre personne, si elle est dans la cohérence ou non. Alors, si elle n'est pas dans la cohérence, on a de la difficulté dans nos classes aujourd'hui, des fois peut-être parce que les enfants sentent beaucoup d'incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Alors là, ce qui arrivait, c'était comment je fais pour intégrer les attitudes dans ma formation, parce qu'au départ, je ne parlais pas des attitudes. Alors, j'ai commencé à intégrer les attitudes, c'est devenu, ils ont pris une place importante dans mon premier atelier. Avec le potentiel, quel potentiel j'ai par rapport à ces attitudes-là? Ensuite, elles font comme une toile de fond à tous les autres ateliers qui s'échelonnent sur l'année, puis c'est à chaque mois. Puis, entre les rencontres, les enseignants, les enseignantes doivent pratiquer à mettre sur place en eux-mêmes ou en elles-mêmes ces attitudes-là, plus la stratégie. Il n'est pas question de le passer aux élèves la première année, pas du tout. C'est vraiment pour elles-mêmes, pour prendre soin d'elles. Et à chaque rencontre, on voit les petits pas qu'elles ont fait de plus ou qu'ils ont fait de plus pour prendre soin d'eux ou d'elles, pour ne pas retomber en épuisement, surtout, ou pour l'éviter, entre autres. Ce que je n'avais pas appris et ce que je découvrais. Maintenant, mon manque d'attitude facilitatrice, pour moi, avait été une très grande raison de tomber en épuisement. Je réalisais que je ne les avais pas appris, ni dans mon enfance, nulle part. Alors, moi-même, au fur et à mesure que j'animais, je les mettais en pratique pour moi. Je travaillais aussi fort que les enseignants qui venaient suivre ma formation. Mais après ça, c'était comment, je me rappelle, Karine Rondeau me pose la question, oui, mais Francine, comment on peut l'intégrer à des gens qui veulent suivre leur bac en enseignement et qui ne les ont pas, qu'ils ne les ont pas apprises? Grosse question. Et c'est là que j'ai remis l'idée du jardin intérieur, qui est facile à comprendre pour tout le monde. J'ai un jardin intérieur. Je n'ai pas l'intention de faire piétiner mes fleurs ni mes plates-bandes. Je n'ai pas l'intention de les piétiner moi-même, donc par ma voix critique et mes jugements. Donc, c'est important de développer mes attitudes bienveillantes, facilitatrices pour moi. Et si je suis capable de les développer pour moi, je vais être capable d'aider l'autre dans son jardin intérieur.
les enseignantes ont acheté ça tout de suite, surtout qu'on est au primaire. La petite arrosoir, ça c'est l'arrosoir, les attitudes qui viennent arroser le jardin intérieur. Et le jardin intérieur peut avoir toutes les formes, ça peut être dans la forêt, ça peut être où on veut, là. Les enfants, parce qu'après on l'intègre dans les classes. La première année, c'est les enseignants qui suivent la formation. Et la deuxième année, je vais dans les classes de ces enseignants-là faire de la modélisation pour savoir comment je le passe aux enfants. Et les enfants et les enseignants travaillent ensemble à se soutenir. Ce n'est plus juste de « j'enseigne aux enfants » comme on a appris, mais moi-même, je travaille sur moi pour développer ces attitudes-là, ces stratégies-là en classe qui vont faciliter mon apprentissage en tant qu'adulte, mais votre apprentissage en tant qu'enfant. Et c'est comme ça que se passe, dans le fond, la formation opère je dirais, de l'adulte à l'enfant. J'ai comme le goût de dire, ensuite, on est arrivé en disant, si on faisait un cahier d'expression créative en apprentissage avec les enfants, de sorte qu'à chaque mois, quand on enseigne les stratégies, les enfants laissent des traces. Là, on est rendu même qu'on se sert de notre enseignement en lecture, en écriture, où on va rechercher les stratégies, où on peut en mettre dans notre cahier d'expression créative. Et le cahier va une fois par mois dans les familles. Ce qui permet aux parents, le parent est prévenu dès le début de l'année qu'on travaille sur le jardin intérieur, qu'ils ont eux-mêmes un jardin intérieur, leur enfant aussi, et que tout au long de l'année, ils vont savoir comment on alimente, on prend soin de notre jardin intérieur. Je ne le cache pas, ce n'est pas tous les parents qui s'intéressent au cahier. On sait comme tout, je dis, il n'y a rien de parfait. Même nous, les enseignants, nous ne sommes pas parfaits, mais au moins, ça crée un lien avec la famille. Et ça donne des résultats assez extraordinaires. J'ai même, si je peux me permettre, je vais lire peut-être un ou deux commentaires de parents. Alors, un parent écrivait aux enseignants, ce n'est pas à moi qui écrive, c'est aux enseignants. « Ce cahier d'expression créative en apprentissage est un bel outil pour notre fille et pour nous, parents. Il favorise la communication à la maison et nous fait découvrir un côté de notre enfant que nous ignorions. Apprendre à se connaître, à avoir confiance en soi, à prendre soin de son jardin intérieur, c'est tellement important. Merci beaucoup de votre dévouement et de ce plus que vous apportez dans la vie de vos élèves. » Un autre parent écrit « Continuez votre excellent travail. Votre projet qui vous tient à cœur va avoir un impact positif et faire une différence dans la vie future de ces enfants à qui vous enseignez. C'est un projet qui allie éducation de l'individu et la croissance personnelle. C'est une clé manquante dans le programme académique. Je vais poursuivre ce travail commencé avec mon enfant afin de lui permettre d'avoir une vie équilibrée, inspirante et à la hauteur de ses rêves. Merci beaucoup. » Alors, j'ai le goût de clore là-dessus l'entrevue. Et moi aussi, je dis merci beaucoup d'avoir pris ce temps d'écouter le cheminement qui se fait présentement au niveau de l'éducation.